1871, Gustave Courbet va avoir un rôle capital à l'occasion des événements de la Commune de Paris. Il ne s'agit pas pour nous de porter un jugement sur les événements de la Commune, mais de faire mieux connaître le rôle de Gustave Courbet qui fut capital à cette époque. Gustave Courbet est considéré comme le destructeur de la colonne Vendôme. En fait, dans sa correspondance, nous allons voir qu'il n'en est rien et qu'au contraire, il va sauver un certain nombre de monuments de la capitale, il va protéger le Louvre, il va protéger Versailles. C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir dans les passages qui vont suivre. Dès septembre 1870, à la suite de la chute de l'Empire, Gustave Courbet se retrouve propulsé au service du nouveau gouvernement. La guerre est là, il informe ses parents et essaie de les rassurer. À ses parents, Paris, vers le 7 septembre 1870. Mes chers parents, j'ai lu avec beaucoup de sympathie l'excellente lettre que mon père m'a écrite, mais je ne puis accéder à vos vœux pour le moment. Les artistes de Paris, ainsi que monsieur le ministre Jules Simon, viennent de me faire l'honneur de me nommer président des arts de la capitale. Je suis heureux de cela, car je ne savais comment servir mon pays dans cette occasion, n'ayant aucun goût pour les armes. Du reste, il est impossible de croire que l'invasion allemande aille jusqu'à Ornans. En tout cas, vous avez en main un talisman certain. C'est ma croix d'honneur de Bavière qui est d'un ordre élevé. Vous la trouverez dans la commode de ma chambre, ainsi que le brevet. Les Allemands sont très respectueux pour leurs institutions. Présentez-la à leur chef et vous n'avez absolument rien à craindre. Vous pensez comme moi, les devoirs civiques sont les premiers à remplir. Je vous écrirai aussitôt que je pourrai. Portez-vous bien, ne vous inquiétez en rien. Je vous embrasse tous de cœur. Gustave Courbet. Dans cette lettre, nous trouvons l'origine de l'affaire de la colonne Vendôme. Ce courrier servira de plaidoyer à ses défenseurs lors de son procès. Proposition aux membres du gouvernement de la Défense nationale, Paris, 14 septembre 1870. Le citoyen Courbet, président de la commission artistique préposée à la conservation des musées nationaux et objets d'art, nommé en Assemblée générale des artistes, attendu que la colonne Vendôme est un monument dénué de toute valeur artistique, tendant à perpétuer par son expression les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale, mais que réprouve le sentiment d'une nation républicaine, attendu qu'il est par cela même antipathique au génie de la civilisation moderne et à l'union de fraternité universelle qui désormais doit prévaloir parmi les peuples. Attendu aussi qu'il blesse leur susceptibilité légitime et rend la France ridicule et odieuse aux yeux de la démocratie européenne. Émet le vœu que le gouvernement de la Défense nationale veuille bien l'autoriser à déboulonner cette colonne ou qui veut bien lui-même en prendre l'initiative en chargeant de ce soin l'administration du musée d'artillerie et en faisant transporter les matériaux à l'hôtel de la Monnaie. Il désire aussi que cette mesure soit appliquée à la statue qui a été déplacée et qui actuellement est exposée à Courbevoie, avenue de la Grande Armée. Il désire enfin que ces dénominations de rues, qui rappellent pour les uns des victoires, des défaites pour les autres, soient rayées de notre capitale pour être remplacées par les noms des bienfaiteurs de l'humanité ou bien par ceux qu'elles pourraient tirer de leur situation topographique. Gustave Courbet. À Jules Simon, alors ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, Paris, 14 septembre 1870. Monsieur le ministre, une députation venant de Versailles et représentée par Monsieur Bataille, sous-conservateur du musée, est venue demander qu'on veuille bien établir une ambulance dans le palais de Versailles et lui envoyer des blessés, de préférence à tout autre lieu. Il pense que c'est le seul moyen de préserver notre musée contre les dévastations de l'ennemi. L'imminence du danger appelle l'attention immédiate du gouvernement. Pour la commission, Gustave Courbet. PS, cette demande adressée déjà au général Trochu
est resté jusqu'ici sans réponse. Nous voyons ici l'opposition de Courbet au gouvernement. Il évoque le problème des canons, qui sera le facteur déclenchant de la Commune. À son père, Paris, le 23 février 1871. Mon cher père, tu me racontes les désastres d'Ornans auxquels je m'attendais. J'étais très inquiet pour vous, car selon que cela aurait pu tourner, il y aurait pu avoir des massacres et des incendies généraux, comme en Alsace. Je vous en prie, ne nous plaignez pas, ici à Paris, car ce siège a été une blague. Mais ça n'a pas été de la faute de la population, qui voulait la guerre à outrance. Ça provient du gouvernement de Paris, qui n'était pas républicain et qui ne voulait pas que la République sauve la France. Vous avez dû le deviner quand vous avez vu au début M. Thiers partir pour s'entendre avec les puissances monarchiques étrangères. Tout ce tas de traîtres, de scélérats et d'idiots qui nous gouvernaient n'ont fait tout le temps que le simulacre de combat, faisant tuer beaucoup de monde pour rien. Ces assassins perdaient non seulement Paris, mais encore la France, en paralysant et décourageant autant qu'il était en leur pouvoir. En un mot, la paix était signée depuis 5 mois comme elle l'est aujourd'hui. Nous sommes tous dupés et trahis. Quant à moi, il m'est arrivé bien des choses. J'ai été d'abord nommé président par les artistes pour sauver les objets d'art et les musées. J'ai été nommé par le ministre au dépouillement des archives et je lui ai donné ma démission en lui disant que le gouvernement n'était pas républicain. J'ai donné un canon à la République qui se nomme Le Courbet et que nous allons reprendre. Il était aux compagnies de marche de la Garde nationale de Grenelle. Et j'étais par le fait adjudant du commandant Joute. Le gouvernement n'a jamais voulu dire que j'avais donné ce canon. J'ai voulu faire démolir la colonne Vendôme. Je n'ai pu l'obtenir du gouvernement, le peuple était d'avis. J'ai écrit une lettre aux Prussiens que j'ai lue dans un théâtre, etc., etc., etc. Nous avons reçu des bombes contre notre maison et en face. J'ai dû quitter mon atelier. Je suis allé loger au passage du Saumon. Dernièrement, le peuple de Paris m'a porté à la députation et j'ai eu 50 666 voix sans avoir fait aucune démarche. Dans cette lettre, Courbet exhorte les artistes à prendre en main l'organisation des arts. Il espère le monde de l'art contrôlé par les artistes et non par le gouvernement. Aux artistes de Paris, Paris, 7 avril 1871. Président actuel des artistes, il m'est demandé, par plusieurs d'entre eux, de proposer des aperçus généraux sur l'organisation des arts pour l'avenir, afin de pouvoir immédiatement procéder, en assemblée générale, à l'étude d'un règlement et éviter de trop grands dérangements. C'est pour satisfaire à cette demande que j'ai tracé le programme suivant, correspondant d'ailleurs à l'esprit de la Commune. En conséquence des principes ci-dessus énoncés, la section des beaux-arts à l'Institut serait supprimée et n'aurait plus raison d'être comme société particulière. L'école de Rome serait aussi supprimée, ainsi que l'école des beaux-arts. Mais le monument de Paris pourrait être laissé à la disposition des élèves pour y favoriser, par le choix entièrement libre de leurs professeurs, le développement de leurs études. Ce qui n'empêcherait pas la ville de Paris d'allouer chaque année une certaine somme qui serait mise au concours et fournirait aux lauréats les moyens d'aller étudier les arts des autres nations. L'autorité de la ville de Paris sur la province serait également supprimée. Gustave Courbet. Courbet, exalté, met tous ses espoirs dans la Commune. À ses parents, Charenton, 30 avril 1871. Mes chers parents, me voici, par le peuple de Paris, introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou. Président de la Fédération des artistes,
membre de la commune, délégué à la mairie, délégué à l'instruction publique. 4 fonctions les plus importantes de Paris. Je me lève, je déjeune et je siège et préside 12 heures par jour. Je commence à avoir la tête comme une pomme cuite. Malgré tout ce tourment de tête et de compréhension d'affaires sociales auxquelles je n'étais pas habituée, je suis dans l'enchantement. Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute. Paris va tout seul comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. En un mot, c'est un vrai ravissement. Je n'ai pas eu de chance. J'ai perdu tout ce que j'avais eu tant de peine d'amasser, c'est-à-dire mes 2 ateliers, celui d'Ornans par les Prussiens et le bâtiment de mon exposition au pont de l'Alma que j'avais fait transporter à La Villette et qui a été employé aux barricades contre les Prussiens. Dans cette lettre envoyée au rédacteur du Times, Courbet, à la recherche d'une reconnaissance internationale, résume son action pendant la Commune. Au rédacteur du Times de Londres, Paris, 20 mai 1871. Non seulement je n'ai détruit aucune œuvre d'art du Louvre, mais au contraire, c'est par mes soins que toutes celles qui avaient été dispersées par divers ministères dans plusieurs édifices de la capitale ont été réunies et ont repris leur place qui leur appartient dans le musée. Il en a été de même pour le Luxembourg. C'est moi qui ai préservé et classé tous les objets d'art retirés de la maison de M. Thiers. Je suis accusée d'avoir renversé la colonne Vendôme, alors que, l'on s'en souvient, le décret concernant sa destruction a été voté le 14 avril et que j'ai été élue à la commune le 20, 6 jours plus tard. J'ai chaudement recommandé la préservation des bas-reliefs et proposé d'en former un musée dans la cour des Invalides. Connaissant la pureté des motifs qui m'ont fait agir, je connais aussi les difficultés qui incombent lorsqu'on vient après un régime tel que celui de l'Empire. Arrestation de Courbet. À Jules Castagnari, Paris, 8 juin 1871. Mon cher Castagnari, j'ai été arrêté cette nuit à 11 heures. On m'a conduit au ministère des Affaires étrangères, puis on m'a ramené au dépôt à minuit. J'ai couché dans un couloir empilé avec des prisonniers. Et maintenant, je suis dans une cellule numéro 242. Je pense être conduit à Versailles bientôt. Si vous pouviez venir me voir, je serais très heureux de vous parler un peu. Tout à vous, mon cher Gustave Courbet. Ma situation n'est pas gaie. Voilà où mène le cœur. Courbet, emprisonné à la conciergerie, s'adresse à Pierre d'Orient, un vieil ami, qui avait joué un rôle important dans les tentatives de conciliation entre la Commune et le gouvernement versaillais. À Pierre d'Orient, Paris, conciergerie, mi-juin 1870. Voici ce que j'écrivais à M. Victor Lefranc hier. Si l'on s'obstine à croire que c'est par ma puissance qui me donnerait une idée de moi-même que je n'ai pas et que je ne puis avoir, que la colonne Vendôme a été renversée, il y a un moyen très simple de l'entendre. Perte d'argent n'est pas mortelle. Comme la question d'art n'y est pour rien dans ce monument, que ce n'est que fétichisme à respecter, j'offre au gouvernement de la faire relever à mes frais, comme je vous l'ai déjà fait dire il y a longtemps. Mais voici ce que j'ai oublié de lui dire, c'est que je n'ai aucune fortune comme il le sait, mais que j'ai 200 tableaux, tant de moi que de tableaux anciens, et qu'en faisant une vente publique de ces tableaux, il subviendrait au-delà de cette érection nouvelle, les matériaux étant sur place. Je vivais avec ces tableaux, mais le sacrifice ne serait pas grand. Ils me feront plus d'honneur chez les particuliers ou en les pays étrangers que chez moi. Ce coup-là, j'espère que je serai entièrement réhabilité dans l'opinion publique et que je diminuerai par le fait les sorts de mes co-religionnaires de la minorité. Veuillez, je vous prie, proposer cette offre, si vous l'avez déjà faite, à votre gouvernement, de telle sorte
qu'il ne vous restera plus qu'à me faire des remerciements pour avoir rempli votre devoir en votre absence de Paris. Car je suis le seul homme, depuis le 4 septembre, témoin M. Jules Simon, qui ait sauvé quelque chose dans la capitale à travers tous ces désastres depuis 1 an bientôt. Cette tâche sera de meilleure alloi et infiniment plus agréable, et pour vous et pour moi. Gustave Courbet. Acculé, Courbet cherche des appuis dans toutes ses relations. À Jules Grévy, Versailles, 19 juin 1871. Mon cher monsieur Grévy, je ne crois pas pouvoir mieux m'adresser qu'à vous dans cette fâcheuse circonstance qui, quoique n'étant qu'une méprise à mon égard, a toutes les allures d'une réalité pour le mépris que j'ai à supporter du ministre de l'Instruction publique, Jules Simon. Vous qui connaissez mon dévouement pour l'art auquel j'ai consacré mon existence et mes intentions à cet égard mieux que tout autre, puisque vous m'avez vu à l'œuvre sous le gouvernement du 4 septembre, employant toute mon activité et mon désintéressement à la conservation de nos musées et objets d'art, non seulement à Paris, mais encore du département de la Seine, secondé par mon comité, vous qui m'avez vu, ne voulant pas me charger d'une responsabilité aussi grande avant le dépouillement des archives, où je fus nommé par vous en comité, vous qui m'avez vu à la recherche minutieuse de nos objets d'art, disparus dans Paris par l'Empire, vous qui m'avez vu faisant des démarches près de vous pour blinder l'Arc de Triomphe, les chevaux de Marly, casemater les objets du Louvre, encaisser les statues et les tableaux qui nous restaient, faire des projets de réforme par les artistes pour l'économie à apporter dans les arts à l'avenir, eh bien, à moi seul, dans Paris, quand tous ceux à qui cet ouvrage incombait étaient partis, moi seul, j'ai réorganisé les éléments nécessaires pour continuer cette conservation afin de sauver la civilisation en France. Gustave Courbet. Dans 3 lettres, à 3 jours d'intervalle, Courbet interpelle le ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, Jules Simon. À Jules Simon, Versailles, 21 juin 1871. À Monsieur le ministre Jules Simon, mes intentions à propos de la colonne Vendôme. Comme je l'ai déjà dit, c'est influencé par le vœu populaire qui attribuait au monument commémoratif de nos succès guerriers cette seconde invasion et aux guerres qu'elles éternisaient tous les désastres de la France. Et c'est, après en avoir référé aux artistes dans une assemblée générale, où il fut décidé que les idées de ce temps et la morale actuelle répudiaient les guerres et les victoires de ce genre. D'autre part, que ce document était une affreuse copie de la colonne Trajane et sans valeur d'art qui lui appartienne, que j'adressais au gouvernement, dit de la Défense nationale, la proposition par laquelle j'émettais le vœu que cette colonne soit déboulonnée et transportée pour être disposée en musée dans la cour des Invalides. La Chambre ne donna pas cours à cette proposition. Là finit mon action vis-à-vis de cette colonne. Il n'en fut plus reparlé. Je n'y tenais pas davantage. Lorsque plus tard la commune se décida à mettre son décret en exécution, le marché fut passé, à mon insu, par un comité exécutif. Mais lorsque j'appris qu'on la faisait tomber en bloc, je m'y opposai à la Chambre. Et je fis même une démarche chez l'entrepreneur pour l'en détourner, qui me répondit qu'il n'avait rien à faire de moi, qu'il exécuterait son marché. Mon idée était toujours de la faire transporter aux Invalides sans rien briser, pour qu'il soit loisible à la population de la relever, au milieu de l'esplanade des Invalides, sa vraie place. Barrage consacré dans Paris aux arts et aux monuments de ce genre, tels que le Champ de Mars, l'école militaire, l'état-major, les arsenaux, le ministère de la guerre, etc., etc. Du reste, cette colonne, placée où je dis, aurait une reculée en proportion de sa hauteur.
pour pouvoir être embrassé par l'œil et remplir par le fait cet espace immense qui est si vide. Je considérerais d'autre part qu'elle était une antithèse malheureuse dans la place qu'elle occupe actuellement, jouant avec les mœurs et les habitudes d'un monde élégant tout à fait en dehors de ces idées-là, disproportionnée par sa hauteur et celle des maisons, invisible par le peu d'espace qui l'entoure, et comme effet moral produisant des effets d'un ruisseau de sang dans un jardin d'agrément. Mes deux propositions sous le 4 septembre et sous le 18 mars restèrent sans approbation. À Jules Simon, Versailles, 23 juin 1871. Pour ramener la tranquillité habituelle dans les esprits, je fis nettoyer et rouvrir les musées, rependre les tableaux, rétablir le travail dans les galeries, replacer les statues au Luxembourg dans les salles basses, de concert avec les directeurs. Je fis enlever les ambulances de ces monuments, car une grande partie des appartements des Tuileries, du côté du pavillon de Flore, avaient déjà été brûlés par des soldats. Puis, ayant dans la chapelle 7 grandes copies de Rubens de grand mérite, je m'en fus trouver M. Barbet de Jouy, qui les fit enlever le lendemain sur mes ordres, qui seraient brûlés aujourd'hui sans moi. Je ne pus faire enlever les tableaux en panneaux de la grande salle des réceptions. Ils étaient scellés. Comme les bombes de l'armée de Versailles approchaient toujours et que le palais de l'industrie en avait déjà atteint, je fis enlever les tableaux et les statues modernes de ce palais. La commune alloua une somme à cet effet. Je m'opposais aussi à la fonte les objets d'église de Saint-Sulpice ainsi qu'au tapis en filigrane du garde-meuble. À Jules Simon, Versailles, le 24 juin 1871. Quelques jours après, j'appris qu'ils avaient décidé la démolition de la maison de M. Thiers. Comme j'avais eu l'honneur de voir la collection de M. Thiers, conduit par mon malheureux ami Chaudet, et que M. Henri Martin m'avait écrit une lettre à cet égard, j'allais donc ce jour-là à la Chambre dire qu'il était de ma compétence et de mon devoir d'enlever ces objets d'art que j'estimais 1 500 000 francs. C'était pour les besoins de la cause. On m'adjoignit messieurs Demet et Félix Piat. Je demandai ensuite quelle était la destination que je devais donner à ce musée. Comme M. Henri Martin me disait dans sa lettre que M. Thiers avait envie de les donner au musée du Louvre, je demandais si je devais les classer dans ce musée ou bien si je devais les apporter dans une salle particulière à l'hôtel de ville, ou bien encore en faire une vente publique, ce qui eût été le plus sûr car avec ce moyen on aurait su la destination de chaque pièce. On me répondit qu'il avait été décidé qu'il serait porté au garde-meuble. Je descendais furieux quand je vis devant mes pieds des petits objets ronds. Je les ramasse. C'étaient 2 petites terres cuites antiques. Je dis à Vallès, voilà le cas que ces gens-ci font de l'art. Tout cela est déplorable. C'était une tête de femme Lévy, je crois, et une tête de Mercure avec un casque. Je mis les 2 objets dans ma poche, enveloppés dans du papier, et ils sont aujourd'hui chez moi. Nous quittâmes ces lieux après avoir placé des sentinelles à toutes les portes et montâmes en voiture pour nous rendre au garde-meuble. Gustave Courbet. Courbet, condamné, commence à envisager l'exil. À sa famille. Versailles, dimanche 3 septembre 1871. Mes chers parents, j'ai été condamné à 6 mois de prison. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ces gens-là veulent donner une satisfaction publique lorsqu'on a prouvé que je n'étais en rien pour la destruction de la colonne. Ils ont maintenu quand même que j'y avais participé, malgré les assertions des accusés eux-mêmes et malgré le décret qui avait été rendu avant mon entrée à la commune. Je crois que c'est pour avoir l'air de condamner quelqu'un et de me gracier ensuite, ce qui n'est pas la même chose pour moi, car sans cette condamnation, j'aurais pu attaquer le conseil municipal d'Ornans. Je ne sais pas encore si ça va être un acquittement pur et simple ou un échange en exil. Dans ce cas,
J'irai en Suisse. Je n'en veux pas rappeler pour ne pas gêner le plan. Ils m'ont aussi condamné à 500 francs d'amende. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont imaginés que j'étais riche. C'est une idée très répandue. Il faut croire que j'ai l'air riche. C'est peut-être parce que je suis gros. Enfin, nous allons voir ce que cela va devenir, mais je ne ferai pas cette prison, c'est à peu près sûr. Mes camarades ont été condamnés très durement, les uns au bagne, les autres à la déportation et à mort 2 d'entre eux, ce qui n'aura pas lieu. Chacun croyait que je serais acquitté. Moi, je ne le croyais pas parce que je les connais et que je connais combien ils sont froissés du mépris que nous avons eu d'eux dans notre action à Paris. Je ne vous en dis pas davantage. Voilà ma sœur qui vient me voir pour savoir si je désire la révision. Je ne sais pas ce que cela produira. Je vous embrasse de tout cœur. Tranquillisez-vous. Pour moi, toutes ces histoires-là ne m'ont fait aucun effet. J'ai été content tout le temps de toutes les sottises qui m'ont été faites. Je vous écrirai dans 2 ou 3 jours. Gustave Courbet. À Jules Castagnari, Mézières, lundi 21 juillet 1873. Mon cher Castagnari, les membres de la commune, par la voix de Grousset, ont déclaré au Conseil de guerre que je n'étais absolument en rien dans la chute de la colonne. Et il fut même établi, en même temps, que je m'y étais opposé, dans la mesure de mes forces, étant allé à cette chambre, quoique n'en faisant plus partie, en vertu de mon titre de président des arts et de toutes sortes qui m'avait été alloué par 2 fois par les artistes, réunis et par 2 gouvernements différents. Celui du 4 septembre et celui de la commune. Gustave Courbet. Pascal Grousset, 1844-1909, élu membre de la commune le 26 mars pour le 18e arrondissement, avait voté la création du comité de salut public, la destruction de la colonne Vendôme et celle de la maison de Thiers. Arrêté en juin, il déclara, lors du procès de Courbet, le 17 août 1871, que le peintre n'était pas responsable de la destruction de la colonne Vendôme et que lui-même devait en porter l'entière responsabilité. Condamné le 3 septembre à la déportation dans une enceinte fortifiée, conduit le 24 décembre au Fort Boyard de l'île d'Aix, il ne fut embarqué que le 13 juin 1872 pour la Nouvelle-Calédonie. Il réussit à s'évader dans la nuit du 19 au 20 mars 1874 avec Rochefort et 5 autres déportés. De Londres, il réitéra sa déclaration innocentant Courbet dans une lettre ouverte insérée dans le Times du 23 juin 1874. Après avoir vécu en Australie, aux États-Unis et en Angleterre, il revint en France en 1880, après l'amnistie. Il échoua aux législatives de 1881, abandonna la politique et se consacra à la littérature et à la propagation de la culture physique. Courbet, depuis la Suisse, organise ses contacts avec la France. À Charles Blondon, Fleurier, 1er août 1873. Cher docteur, enfin, ils sont arrivés à leur fin. Je suis définitivement expulsé de France. Nous avons su cela en sous-main de la préfecture. La tentative du 3e Conseil de guerre de Versailles était ainsi un guet-apens. Écrivez-moi toujours au nom de Monsieur Ordinaire, poste restante à Fleurier. Je vous envoie l'assignation au juge de paix d'Ornans. Remettez-la à l'avocat que vous aurez choisi. En note, c'est le docteur Blondon, ami de Juliette, qui négociera la concession au cimetière de la Tour de Pels pour y inhumer Gustave Courbet. Ma chère sœur, mon cher père, soyez absolument sans inquiétude et restez bien tranquillement au chaud, si c'est possible à Flagey. Je vais payer les 5000 francs au gouvernement, qui ne veut rien entendre là-dessus. J'ai chargé Fumet et Blondon de ces négociations, ainsi que Castagnari. Je n'ai plus la tête à toutes ces sottises. J'en ai assez depuis 5 ans. Je vous embrasse de cœur tous deux. Gustave Courbet.